pour ce 37e atelier du CLIC. Je voudrais vous remercier d'être venus malgré les soucis de transport. Et on va démarrer tout de suite parce qu'on a un programme chargé, comme d'habitude, sur les ateliers du CLIC. D'autant plus que c'est un atelier avec un sujet assez vaste. C'est la première fois en 8 ans, ça fait 10 ans qu'on organise des ateliers, et c'est la première fois qu'on traitait de la problématique de billetterie. On avait traité il y a 1 an à peu près des problématiques de CRM et de data, mais on n'avait jamais abordé ce sujet. Du coup, vous avez été nombreux à vouloir venir assister à cet atelier. Alors, l'atelier, il va traiter de 4 sujets principaux. Les tendances marketing ou les nouveautés technologiques en matière de billetterie, les outils prédictifs, la gestion des files d'attente et des flux, et on finira par un retour sur la problématique des données et l'utilisation des données collectées, notamment dans la perspective de l'entrée en vigueur du RGPD, du Règlement général sur la protection des données, dont les règles doivent être applicables à partir du 25 mai 2018. Donc sur la partie 1, billetterie, nous écouterons l'IREC, CLI Group, Patrivia et Europass. Sur la partie 2, sur la gestion des flux, le prédictif, Affluent, Cité des Sciences, Tech4Team et Monnaie de Paris. Et sur la partie 3, collecte et gestion des données, Eudonet, Tech4Team. Et nous terminerons, si tout va bien, par un témoignage international. Grâce à nos amis d'Eudonet, on a pu avoir la participation, organiser la participation de Jean-Sébastien Bélanger, qui s'occupe de toutes ces problématiques de billetterie et de marketing, de CRM, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et Jean-Sébastien ne sera pas avec nous physiquement, mais il sera avec nous par Skype, si ça fonctionne. Croisons les doigts. Et on terminera, après chaque partie, on consacrera un peu de temps évidemment aux questions et réponses. Et avant de démarrer, je vous donne juste le programme, parce qu'à chaque fois j'oublie de le donner du coup, des prochaines activités du CLIC. Ce jeudi, visite démo du cabinet de réalité virtuelle du MNHN. Le mardi 15 mai, nous faisons le 8e forum régional du CLIC France à Toulouse. Et le mardi 5 juin, l'atelier 38, sur une thématique qu'on n'avait pas encore évoquée dans les ateliers du CLIC, qui est boutique, e-commerce et produits dérivés. Et on va pouvoir démarrer tout de suite donc avec la première partie. Comme chaque fois, l'atelier est enregistré, est filmé. Et nous essaierons également de mettre en ligne l'ensemble des présentations, si les intervenants l'acceptent, sur le site du CLIC pour que vous puissiez vous replonger dans nos discussions. Et je laisse tout de suite la parole donc, à nos 2 premiers intervenants, Alexandre Poltoratsky, d'IREC, et Jérôme Iran, de CLI Group. Pour 15-20 minutes maximum. Elle est super sensible, la souris. Hop là, voilà. Non, j'en ai un, je vais m'asseoir. Donc, bonjour à tous, je suis Jérôme Iran, je travaille donc, chez CLI Group. On m'a gentiment invité aujourd'hui pour parler de la billetterie, donc j'ai préparé un petit quelque chose. Ce que je vous propose en termes d'ordre du jour, je vais plutôt parler bien dans le micro, c'est mieux, c'est peut-être poser un peu de contexte, revenir sur la notion de billetterie, qui est un sujet un peu particulier, vous présenter un projet que je connais bien pour l'avoir mis en œuvre, donc celui d'Orsay,
et ensuite envisager les évolutions à la fois actuelles et celles à venir autour de la billetterie, toujours évidemment orientée innovation vers les publics. Voilà, en gros c'est ça l'ordre du jour. D'un point de vue contexte, je vais aller assez vite, mais en gros l'offre culturelle s'intensifie, il y a de plus en plus d'institutions, qu'elles soient publiques ou privées, donc une offre qui devient de plus en plus pléthorique. La démocratisation de la pratique culturelle fait que c'est plus réservé à une partie de la société que de venir au musée, donc il y a de plus en plus de potentiel. Les baisses de subventions de l'État qui nécessitent du coup de dégager davantage de ressources propres, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de la billetterie, c'est pour ça peut-être que pour la première fois au CLIC on parle de la billetterie. Face à ça on a des objectifs de fréquentation, donc il y a aussi une question de performance. La nécessité d'allier à la fois sécurité et sûreté des personnes et la qualité et le confort de visite. C'est pas une masse à faire que de trouver le bon curseur justement entre les deux. Et puis il y a des nouvelles pratiques, des nouvelles attentes des visiteurs, plus d'instantanéité, plus de mobilité, plus d'accès, plus de services. Tout ça fait qu'aujourd'hui, à la fois les institutions et donc par voie de conséquence les éditeurs essaye de pousser un certain nombre de services innovants autour de la gestion des publics, autour de la billetterie, c'est le sujet du jour, et tout ça pour essayer de faire en sorte qu'on vienne et on revienne le plus souvent possible. Je veux bien que tu me fasses les transitions, Alexandre, c'est super. Juste un tout petit focus sur la notion de billetterie, tu passes à la prochaine. Donc on m'a demandé de venir pour parler de la billetterie, mais moi j'ai un problème à utiliser déjà le vocable billetterie. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que déjà le terme de billetterie est attaché à un support, un billet, quelque chose de matériel. Or aujourd'hui, la billetterie peut se passer de support matériel. C'est déjà un côté un peu désuet. Ensuite, c'est aussi une notion assez réductrice, puisque du coup, dans la représentation, on peut se dire que c'est attaché à l'acte de vente, au passage en caisse. Or, aujourd'hui, un système de billetterie, certes, ça fait de la vente, ça fait de l'encaissement, mais ça fait plein d'autres choses. Ça fait du contrôle d'accès, déjà. Ça fait de la vente en ligne, ça fait de la gestion des flux, on en reparlera juste après. On peut parler aussi de gestion de contact et de leur relation contact. Donc, ça fait beaucoup plus de choses que juste de l'encaissement. C'est souvent une notion sensible en interne. Là, c'est pareil. Pour avoir passé quasiment 4 ans à Orsay, je peux témoigner du sujet relativement sensible auprès des équipes. Et c'est aussi souvent une notion qui induit une expertise qui est centralisée en général sur une ou deux personnes dans l'établissement. Il y a souvent un administrateur billetterie, c'est le garant de la connaissance dans l'institution. Or aujourd'hui, la billetterie, ça ne devrait pas être ça, puisque ça devrait être un système qui est ouvert en interne à tout un panel de publics, le service culturel, le service des expositions, pourquoi pas, enfin, le marketing, la promotion, et tous ces acteurs devant l'accueil, tous ces acteurs devant être liés à travers cet outil-là. Et enfin, c'est une notion dangereuse, dans le sens où, au vu de ce qu'on s'est dit avant, la billetterie peut être vue comme quelque chose finalement, et notamment par les directions d'établissement, comme quelque chose de simple, puisque si ça ne fait que débiter du billet, il n'y a pas de complexité. Or, pour ceux qui ont déjà pratiqué de la billetterie, c'est tout sauf simple, la billetterie. Et il faut poser un certain nombre de choses et réfléchir dans la complexité de l'écosystème. Et enfin, dernier point, donc je ne vous fais pas le détail de à quoi sert la billetterie, les ventes et les réservations, la gestion des recettes, la gestion de l'accueil et des flux. Mais c'est surtout que la billetterie est souvent un des premiers points de contact avec le public. Donc on pourrait citer le site internet comme vraiment premier point de contact. Ça veut dire que la billetterie, elle véhicule en elle-même déjà une image de marque. Il y a déjà une relation qui se crée avec vos publics et donc elle est capitale. Surtout qu'aujourd'hui, elle se doit d'être à la fois multicanal, multiservice, multisite, multilingue,
multi-tout, multi-produit, multi-format. Donc il y a un vrai enjeu derrière le terme de billetterie. Moi, je militerais pour qu'on bannisse ce mot, parce que du coup, il y a une représentation qui n'est pas forcément la bonne. On va le garder quand même pour le sujet du jour, parce que c'était le thème, mais voilà, juste déjà sur la notion. Surtout que, si tu veux bien, Alexandre, la question, c'est de savoir est-ce qu'on parle d'une ou de plusieurs billetteries. On a l'habitude de parler de billetterie, et donc de focaliser sur les éditeurs de billetterie qu'on a sur le marché français. Mais globalement, on a aussi... Alors, petite précision, ils ne sont pas tous là, il y en a d'autres. Et petite précision aussi, c'est pas parce qu'ils sont tous encerclés d'une même forme que je les mets tous dans le même panier. Voilà. Mais en gros, il y a déjà la logique du marché français avec ses propres règles, la logique d'un marché international avec des règles spécifiques, notamment les anglo-saxons. Il y a la logique du marché primaire, donc de vente de billets, et du marché secondaire de la revente de billets. Il y a la logique aussi des distributeurs, qui est une logique à part entière avec les distributeurs historiques et puis les nouveaux qui montent de plus en plus fort. Et puis il y a une dernière logique, encore une fois on parle de billetterie là, de self-billetterie, donc les billetteries un peu à la carte que vous pouvez faire, et notamment avec des outils en ligne, qui officie surtout dans l'événementiel. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, l'innovation est au cœur de la survie de l'ensemble de ces éditeurs-là, et l'innovation tournée vers les publics, et surtout la capacité aussi à accompagner les institutions pour se moderniser, la clé étant plutôt sur ce deuxième point, même si la capacité à se renouveler est évidemment la clé de survie. Voilà, j'ai fait une toute petite intro. Je vais vous parler un peu plus d'Orsay. Orsay, ça a été un projet assez complet et intéressant, dans le sens où ce n'était pas un projet isolé. C'était déjà un projet qu'on a conçu en séquence, donc on l'a loti. C'était ensuite un projet basé sur l'adhérence. Je vais revenir après sur cette notion-là. C'était un projet qu'on a voulu déployer de manière pragmatique, morceau par morceau, en assurant un certain nombre de choses. Un projet vivant, l'idée étant qu'il s'adapte aux contingences et aux différents projets connexes. Et enfin, un projet qui s'inscrit dans un programme plus vaste dont je vais vous parler un peu plus tard. Alors comment... on ne voit pas très bien le truc là-haut, mais... donc un projet qu'on a conçu en séquence, le projet s'appelait Delta, donc on avait 5 séquences de Delta. L'idée étant non pas de faire une approche de type Big Bang, c'est-à-dire de déployer l'ensemble des fonctionnalités d'un coup, mais plutôt de déployer progressivement et donc d'élargir le périmètre, en partant toujours d'une orientation publique, donc de soigner la relation de l'institution et donc de sa billetterie avec les publics. Donc un Delta 1 là-bas tout à gauche sur les ventes et les réservations aux individuels, donc avec de la vente directe, de la vente en back-office, etc. etc. L'idée étant d'assurer la venue du grand public, sachant qu'à Orsay, il y a 75%, je crois, de visiteurs étrangers. Une deuxième séquence liée aux réservations groupes. Non, je rigole parce qu'il y a Sophie qui vient d'arriver et on a travaillé ensemble. Voilà. La réservation groupe, avec la gestion à la fois des réservations, des intervenants. Alors à l'époque de l'interface avec l'outil de la RMN, mais qui du coup a disparu entre-temps, et les réservations en ligne. Une fois qu'on avait réussi à capter les visiteurs, qu'ils soient primo-visiteurs ou visiteurs récurrents, l'idée était d'engranger une nouvelle séquence sur la gestion de la relation client, donc de soigner la relation qu'on avait avec ces visiteurs pour qu'ils deviennent soit des visiteurs plus récurrents, soit directement des abonnés. Donc un bloc gestion de la relation client en lien avec l'outil de CRM, un projet de CRM qui était également mené en parallèle. Et puis un Delta 4 autour de la vente en ligne qui a eu un petit... en fait, qui était lié au projet plus global
de refonte du site institutionnel, donc qui a un peu glissé, et un dernier chantier sur le décisionnel et les données, avec une interface sur les outils décisionnels et de l'enrichissement de la mise en qualité de données pour avoir une base qui soit la plus exploitable possible. C'est pas le tout d'avoir des données, il faut qu'elles soient exploitables, c'est mieux. Un sujet important, on a essayé de bâtir un projet basé sur l'adhérence. L'idée étant de favoriser l'adhésion des différents acteurs du projet, en se posant à chaque fois la question, quel est le besoin, de quoi ce type d'acteurs, donc que ce soit les visiteurs, qui est le premier type de besoin, mais aussi en interne, les agents, les responsables de service, le marketing, la direction, tout ça, en se posant la question à chaque fois, quel est le besoin, quelle est la contrainte, quelles sont les attentes, quelles opportunités et donc quels outils, et ensuite quelle valeur apporter à chaque fois. Et il y avait déjà eu un travail sur les besoins pour la rédaction du cahier des charges. On a retravaillé ce besoin justement pour essayer d'apporter toujours un peu plus de valeur et favoriser l'appropriation. Et c'est là où on a travaillé notamment avec l'éditeur qui a été retenu à Orsay, qui est donc IREC et la solution GTS, pour essayer d'identifier ces quick wins, les petites choses qui seraient assez faciles à mettre en œuvre et qui finalement libèrent un peu le quotidien. Donc c'était principalement à destination des agents et des caissiers contrôleurs. Toutes ces petites choses qui leur enlevaient soit du temps, enfin qui leur prenaient du temps à l'époque, soit qui facilitaient le travail. Et donc on s'est vraiment focalisé sur la mise en œuvre et la réponse sur ces sujets-là. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a mis en place un projet qui se voulait pragmatique, dans le sens où on avait un certain nombre de sujets en bas, là, qui n'étaient pas clairement définis, en fait, qui étaient liés à d'autres projets, à d'autres sujets. La vente en ligne, j'en ai parlé, avec la refonte du site internet, les réservations groupes, avec le remplacement ou pas de Sysrem. La reprise du matériel était une des questions, un projet référentiel, l'affichage dynamique, l'automatisation ou pas des revendeurs, la partie CRM, et puis je parle d'Orsay, mais en fait je ne devrais pas parler d'Orsay, je devrais parler de l'EPMO, l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, puisque du coup dans le projet il y avait aussi un déploiement à l'Orangerie et au musée Hébert, puisque c'est trois sites. Et donc l'idée c'était d'avoir un projet qui soit suffisamment souple pour soit intégrer, soit ne pas intégrer ces différentes briques, et ajuster le planning en fonction de ces différents sujets. Et donc ça fait le lien avec ce que je vous dis après. L'idée étant à chaque fois de mesurer le niveau de maturité de ces différents projets pour justement savoir qu'est-ce qu'on embarque et qu'est-ce qu'on n'embarque pas. On a mis en place une méthode, alors ça a été un travail de part et d'autre de la table, parce que à la fois l'institution ne savait pas forcément travailler en mode itératif, et en même temps, côté IREC, c'était un peu aussi une découverte de ce genre de fonctionnement. Et donc l'idée, c'était de travailler sur de l'expérimentation sur un certain nombre de sujets, en termes d'ergonomie, d'IHM au niveau des caisses, d'ajustement des processus, que ce soit en termes d'organisation au sein de l'institution ou dans l'outil, revoir un peu des façons de fonctionner. Je passe les détails. Le contrôle d'accès, je crois que tu en parleras tout à l'heure un peu, ouais. Alexandre. Et puis des sujets un peu, des sujets qui sont encore dans les cartons mais qui vont arriver au musée d'Orsay. Les adhésions, l'utilisation de la RFID, le Paris Muséum Pass dans sa nouvelle version. RFID aussi peut-être, on ne sait pas, on verra. Les bornes et tout ça, enfin, voilà, il y a plein de choses. Non, et donc l'idée c'était de construire un projet qui en fait s'intégrait dans un programme beaucoup plus vaste de refonte de l'accueil au sein du musée. Et donc ce projet-là, le projet CRM, le projet de gestion de flux de personnes, on a construit un projet entier sur la gestion de flux de personnes qui en gros fonctionne par palier de maturité entre 3 et 5 ans par brique. On y reviendra tout à l'heure, mais l'idée étant de commencer à expérimenter des choses et de monter en puissance à chaque fois.
de travail sur les visites, sur la médiation, sur la scénographie, enfin, sur plein de sujets, le site internet aussi, et des projets d'affichage dynamique en lien avec la satisfaction visiteur, et un dernier sujet qui était dans ce cadre de ce programme-là, la professionnalisation des acteurs, des agents, pour accueillir de la meilleure façon possible l'ensemble des visiteurs qui venaient à Orsay. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je vous dis? Oui, c'est bon ça. L'idée étant aussi de vous parler un peu des évolutions actuelles autour de la billetterie. Alors le premier sujet qui m'est venu en tête sur les évolutions, c'est évidemment la forte imbrication entre la billetterie et le CRM. Elle est tellement forte, cette imbrication, que dans certains systèmes, elle est intégrée directement dans l'outil, ou alors elle est dans une relation d'interface bidirectionnelle. Donc c'est quelque chose qui se construit de plus en plus. Un travail aussi sur l'accessibilité, donc à la fois l'accessibilité pour les visiteurs, donc d'utiliser la billetterie, donc notamment sur les sites de vente en ligne par exemple, mais aussi pour les acteurs en interne, donc le fait d'avoir une compréhension intuitive de l'outil, une IHM qui est une interface homme-machine qui est pensée spécifiquement pour les utilisateurs. Ça facilite beaucoup l'appropriation et donc l'utilisation de l'outil. Et donc ça pousse à la modernisation de la solution. Toute la partie technologique, ça je crois que tu vas en parler aussi un petit peu, Alexandre, après, notamment viser des solutions en SaaS ou utilisant le cloud, et donc faciliter aussi l'urbanisation du SI à travers la billetterie. Donc c'est aussi une brique potentielle d'urbanisation ou de travail sur l'urbanisation. Une évolution en termes de mobilité, l'idée forte là-dedans étant d'avoir des solutions qui soient ATAWAD. Je ne sais pas si vous connaissez cette formulation, donc Anytime, Anywhere, Any Device. En gros, ça peut être utilisé n'importe où, avec n'importe quel média et n'importe quand. Voilà. Donc on est vraiment dans de la mobilité pure. Et puis, donc un gros travail effectivement aussi sur les données, ça on va en parler tout à l'heure, qu'elles soient accessibles, de qualité, facilement exploitables, voire même enrichies pour qu'elles soient encore plus exploitables. Et enfin, un travail sur la tarification dynamique et l'aide à la décision. Donc ça c'est pareil, je laisserai Ludovic expliquer plein de choses sur ce sujet-là. Et alors demain, qu'est-ce qui se passe? Plein de sujets qui voient le jour en fait aujourd'hui. La RGPD, on va en parler tout à l'heure. Le marketing digital, qui est un vrai sujet qui arrive en force. On pourrait parler de la blockchain, qui est aussi beaucoup réfléchie par les éditeurs de billetterie. Donc l'idée, c'est de ne plus avoir un outil central, mais d'avoir une sécurité par l'ensemble des terminaux qui créent cette chaîne de billetterie. Et en fait, l'objectif, c'est surtout de réduire au maximum la fraude. Donc ça répond à une logique de fraude. Le cashless, qui est aussi un des sujets qui monte beaucoup. L'idée étant, à terme, c'est pour ça que parler de billetterie, ça pose un problème. Parce que l'idée, c'est pourquoi pas passer avec son téléphone au niveau d'une borne de contrôle d'accès. Et du coup, ça vous débite le prix du billet. Vous ne donnez plus de support forcément matériel. Et, on parle aussi des bracelets, on parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de solutions derrière, mais c'est un vrai sujet aussi de gestion de flux pour limiter la queue au niveau des caisses. Voilà la notion de parcours aussi qui est au centre, volontairement au centre, puisque la billetterie s'insère dans un parcours global. Et ça, c'est pareil, je pense que Véronique nous expliquera un peu ça. Mais la billetterie est au centre d'un parcours complet visiteur. Oui. Pardon. et voilà, et tout ce qui est aussi facilitation. Je pense à des outils sur la vente en ligne pour faciliter le remplissage de formulaires. Alors, il faut voir si c'est bien compatible avec le RGPD.
il y a plein de fonctionnalités aujourd'hui qui naissent pour, non pas pousser à la vente, mais en tout cas faciliter la vente, qui font aujourd'hui que la billetterie est un vrai sujet à part entière. Le participatif aussi. On arrive de plus en plus à mêler financement participatif et billetterie. Et donc voilà, je vais m'arrêter là parce que tu me montres le temps. Alexandre. Bonjour à tous, donc Alexandre Poltoratsky, je connais pas mal de monde dans la salle, donc je suis directeur commercial chez IREC. Donc IREC est éditeur et intégrateur de solutions de gestion des publics. Donc j'adhère totalement aux propos liminaires de Jérôme. Effectivement, aujourd'hui, une solution de billetterie, c'est extrêmement réducteur. On se trouve dans un écosystème extrêmement large, extrêmement complexe, avec des branches multiples et de plus en plus riches qui... Voilà, qui font en sorte que le système aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est un système un peu théorique. Alors, ça passe pas très bien. Donc, c'est un système de vente ici, avec des canaux de vente qui sont bien identifiés, un paramétrage, un pilotage, et puis des fonctions back-office en dessous de ce périmètre. Alors peut-être pour commencer par le périmètre de vente aujourd'hui, on connaît tous, il y a la vente sur site, mais la vente sur site aujourd'hui, elle devient de plus en plus mobile. La vente se fait de plus en plus sur des automates de vente ou des automates de retrait, des automates de rechargement. La vente en ligne B2B, B2C. Les revendeurs, évidemment, qui prennent une part de plus en plus importante, et puis les réservations. Donc ce qui se passe, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la billetterie, c'est que ces canaux qui étaient relativement isolés, chaque canal travaillait dans une sorte de silo, sont en train de complètement sortir de ce mécanisme. Aujourd'hui, en tant que groupe, je peux faire une réservation auprès du bureau des réservations en ligne depuis mon téléphone mobile. Je peux aller payer ma réservation sur un distributeur automatique et puis aller chercher mes billets, par exemple, à la caisse du musée. Donc, dans l'écosystème de vente aujourd'hui des musées, on est sur une dynamique de cross-canal et de multicanal qui fait en sorte que le visiteur, en fait, va pouvoir à n'importe quel moment, depuis n'importe où, faire l'acte. Alors, ce n'est pas un acte d'achat, mais ça peut être un acte de consultation, un acte de réservation, un acte de paiement, et puis un acte de retrait de ses billets sur le canal qui lui convient au moment où il décide de cette action. Au-dessus de la vente, on a deux éléments, le paramétrage. Donc ça, c'est toute la richesse. Aujourd'hui, ce n'est pas un billet, c'est-à-dire billet plein tarif, billet tarif réduit, billet gratuit, mais c'est tout un panel de propositions qui sont proposées par les musées. Ça peut être des produits, effectivement, billetterie, des produits de visite, des visites guidées, des produits de boutique, mais de plus en plus, on s'aperçoit dans les musées que les produits restauration, des produits parking, des produits hébergement peuvent rentrer dans le panier qui est géré par cet écosystème. En dessous du paramétrage, on a le pilotage. En fait, je vais vous présenter, qui est de plus en plus un pilotage automatisé. C'est-à-dire, vous appuyez sur le bouton et la billetterie, en fonction des règles qui ont été déterminées à l'avance, va automatiquement changer le tarif, changer la disponibilité du produit selon le canal de vente, selon l'acheteur qui va se présenter. Ce qui est en train de se passer de plus en plus fréquemment, c'est que finalement l'inventaire du musée, c'est-à-dire l'ensemble des produits qui sont en vente, va s'enrichir de plus en plus avec des produits complémentaires. Le produit complémentaire, ça peut être un parking, un restaurant, toute l'offre en fait, de services qui va permettre d'offrir aux visiteurs une expérience complète lors de sa visite. Ensuite, ces produits vont rentrer en fait dans l'inventaire général et vont être donc la disponibilité des produits, leur tarif va être déterminé en fonction
d'outils de pilotage automatisés. On peut parler par exemple d'expériences qui ont été faites avec Tech4Team, de yield management automatisé, c'est-à-dire en fonction de mes attentes de fréquentation, mon tarif va changer automatiquement. Mais ça peut être des créneaux de visite qui vont être ouverts, ou enfin, tout un tas de propositions automatisées en fonction d'éléments prédictifs. Et puis en dessous, donc on a aussi sur les canaux B2B et B2C de plus en plus de revendeurs, de nouveaux acteurs qui viennent se positionner sur ce secteur. Vous connaissez tous Fnac, Digitic et Ticketnet. Mais on rencontre de plus en plus des acteurs internationaux qui travaillent sur des niches de billetterie et qui savent fidéliser un type de public que ces réseaux classiques ou que le musée a du mal à toucher en direct. Ça peut être Viator avec TripAdvisor, ça peut être Tickets par exemple, Get Your Guide ou Europass, qui se présentera tout à l'heure pour les spectateurs, pour les visiteurs chinois. Et puis en plus de cette brique, donc on a dans l'écosystème billetterie un CRM de plus en plus fréquemment qui vient interagir en temps réel avec les filières de vente pour proposer, pour d'une part référencer le public, donc, et en fonction du comportement des publics, proposer des tactiques de fidélisation ou des tactiques de vente spécifiques. Et l'outil de BI qui permet de consolider l'ensemble des données pour les traiter, pour les traiter en statistiques, etc. La deuxième évolution dans le design des systèmes de billetterie, aujourd'hui on part en fait dans la plupart du temps d'une brique billetterie dans laquelle on va avoir une interface utilisateur, une base de données avec des données et des différentes règles de gestion. Tout ça consolidé dans un seul et unique outil qui a quelque chose de monolithique. Aujourd'hui, la plupart, on est en train de travailler sur des architectures complètement découpées, complètement éclatées, dans lesquelles on a effectivement l'interface utilisateur, mais autour de ces interfaces, un tas de microservices. C'est-à-dire de moteurs qui vont venir s'imbriquer les uns dans les autres avec des règles de gestion concernant la vente, des règles de gestion concernant la réservation, concernant les accès, et qui vont avoir chacune leur propre logique, leur propre base de données, qui vont communiquer entre eux et qui vont pouvoir s'ouvrir vers des acteurs extérieurs qui vont apporter une valeur ajoutée au système. Ce qui fait que le système de billetterie de demain, c'est-à-dire vraiment de demain, donc dans pas si longtemps, ça sera une sorte de système à la carte. C'est-à-dire que vous allez décider de telle brique, de telle autre brique, l'interfacer avec vos propres outils, si vous le souhaitez, pour réaliser un système sur mesure. Et puis je voulais vous présenter alors aujourd'hui c'est vrai que quelques évolutions qui sont particulièrement notables aujourd'hui dans la plupart des musées, c'est l'automatisation de toutes les fonctions de vente et de contrôle. Donc le musée de mon enfance, c'était un musée dans lequel on faisait la queue en caisse, il y avait quelqu'un qui arrachait le ticket lorsqu'on rentrait dans les salles. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est des fonctions avec peu de valeur ajoutée, finalement, qui sont automatisées. Donc, tu parlais tout à l'heure du musée d'Orsay, donc ça qui a automatisé l'ensemble des contrôles d'accès avec une problématique de gestion des flux qui était particulièrement importante. Et des couloirs rapides, qui permettent à un agent qui est situé ici de piloter automatiquement ces accès. Là, voilà, le même système à Vranken-Pommery avec là un contrôle en self-service ou par exemple à Nausicaa, à côté de Boulogne. Et pour les caisses, alors voilà, c'est juste quelques images, mais peut-être si vous avez envie d'échanger sur ce point.
En ce qui concerne la vente, alors il y a le musée du Quai Branly était un peu précurseur en la matière, puisque le musée a ouvert à l'époque avec uniquement 2 caisses, mais c'est l'automatisation des ventes, c'est-à-dire l'utilisation pour la vente pour le retrait, de distributeurs, enfin de bornes automatiques multiservices qui permettent non seulement de prendre une réservation, d'acheter un billet, de retirer un billet ou de faire un acte de pré-réservation, par exemple. Et donc on a aujourd'hui des systèmes qui sont de plus en plus interactifs et illustrés, enfin qui permettent d'avoir une bonne expérience utilisateur et de faire en sorte que le caissier sorte de derrière la caisse pour devenir un vrai conseiller de vente. Voilà. Merci beaucoup pour ces 2 présentations extrêmement complètes. Et merci Jérôme pour la partie terminologique qui était nécessaire. C'est vrai que c'était difficile de trouver un terme qui englobait toutes les problématiques d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions pour nos 2 premiers intervenants sur les démarches, sur les... Bonjour, Catherine Lebert, Musée de l'air et de l'espace. Vous raisonnez pour un musée en général, un grand musée national, des petits musées. Est-ce qu'il y a là-dedans des strates, des typologies? Est-ce que tout le monde va s'automatiser? Voilà, petite réflexion. Tu vas d'abord ou alors, est-ce que tout le monde va s'automatiser? Je pense. Enfin, l'idée, c'est pas forcément ça. À mon avis, la question, elle n'est pas forcément de s'automatiser. La question, elle est de recentrer ses forces sur ce que l'on sait faire. Si l'accueil est la clé de voûte de l'expérience de visite, il n'y a pas forcément nécessité sur un petit musée à avoir 10-12 bornes et d'avoir tout un système d'automatisé de contrôle d'accès. Au contraire, souvent même dans des musées de taille un peu moindre, et je connais bien le musée de l'air et de l'espace pour avoir travaillé avec, la proximité avec les caissiers, l'échange, la discussion au moment de l'arrivée fait quasiment toute la satisfaction du visiteur. Et surtout qu'il y a beaucoup de questions, puisqu'il y a beaucoup d'ailes, beaucoup de choses à aller voir un peu disséminées. Donc je ne pense pas que ce soit l'absolue nécessité de tout automatiser. Par contre, cette notion d'accueil, elle est première, mais elle peut être facilitée par un passage en caisse accéléré. Et donc il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent, historiquement on connaît la vente en ligne, mais dans ce qu'on a vu, il y a plein d'outils qui aujourd'hui permettent d'accélérer ce temps-là pour se concentrer justement sur l'expérience in situ, voire le parcours de manière générale, qu'il soit en ligne ou physique. Alors on est un exemple avec le Palais de Tokyo, qui est un site qui accueille chaque année environ entre 600 et 700 000 visiteurs, qui a un espace d'accueil aussi un peu comme le musée de l'air et l'espace, qui est suffisamment grand pour permettre d'avoir un confort dans cette zone, et sur laquelle on est en train de travailler sur un prototype, de faire en sorte que cette caisse qui est derrière un comptoir finalement soit au centre de la zone d'accueil, avec une automatisation partielle éventuellement du parcours de visiteurs, avec des distributeurs qui sont intégrés dans du mobilier et des conseillers de vente qui, plutôt que d'être derrière le comptoir, passent devant le comptoir pour venir expliquer les différentes possibilités de visite et créer, voilà, ce que c'est le maître mot aujourd'hui, c'est un peu une sorte de mantra, une expérience visiteur. Donc à chaque musée, à chaque site, sa propre stratégie, un accueil qui va être sur mesure pour le type de public que vous recevez. Mais je pense que l'automatisation, c'est une manière de faire en sorte que ces gens aujourd'hui qui travaillent des fonctions avec peu de valeur ajoutée finalement puissent rentrer dans un contact plus direct avec le visiteur et être force de proposition. Je vais rajouter juste un truc du coup sur le musée de l'air et de l'espace très spécifiquement, puisqu'il y avait eu
une réflexion sur une espèce de porte-monnaie électronique au sein du musée de l'air et de l'espace. Et donc l'idée étant d'avoir quelque chose que l'on pourrait recharger pour aller visiter les différents avions. On peut être petit en termes de fréquentation, mais avoir aussi plutôt des bonnes idées d'innovation et de dématérialisation d'une billetterie. Voilà. J'avais une petite question qui s'adressait plutôt à Irek. Vous avez une vision un peu panoramique, vu l'étendue de vos clients, vos références. Quelle est la proportion des billets maintenant vendus dans les musées? Je ne sais pas si c'est possible de faire une moyenne, mais hors, on va dire de manière pas dématérialisée, mais soit en ligne, soit par une machine, enfin, en dehors d'une intervention humaine, on va dire, et derrière un guichet. Il n'y a pas de chiffre officiel aujourd'hui. On peut peut-être partir d'un constat que la vente en ligne dans les sites muséaux a mis énormément de temps à se développer, contrairement aux sites de spectacle pour lesquels on est intéressé, lorsqu'on va voir un spectacle, d'avoir une place dans une catégorie spécifique, plutôt bien placée, donc ce qui entraîne, ce qui a pour effet que le visiteur anticipe sa venue en réservant le plus tôt possible. Sur le musée, le développement de la vente en ligne a été fulgurant depuis ces 2 dernières années. Pour information, IREC équipe environ 1300 sites. Jusqu'à 2014, il y avait à peu près 70 sites qui avaient des modules de vente en ligne. Aujourd'hui, il y en a plus de 300. Qui assurent une vente en ligne. Alors les chiffres sont très variables en fait, c'est assez difficile de donner une estimation. On a certains sites de visite pour lesquels 80-90% des billets sont vendus à l'avance en ligne. Je parlerai alors, oui, je pense que ça n'a rien de confidentiel. Par exemple, les sites de visite NC, les Cognac NC ou les maisons de champagne vendent quasiment 100% de leurs billets, de leur réservation pour les visites en ligne. Et sur ces 90%, il y a plus de 75% qui sont réservés à partir de terminaux mobiles. Donc, voilà, c'est un chiffre intéressant. Par contre, les musées, c'est-à-dire un musée qui n'a pas d'exposition, pour lequel le visiteur n'anticipe pas de faire la queue en arrivant sur site, lui va plutôt avoir, alors une fourchette basse, ça serait 5%, entre 5% et 20% de billets qui sont vendus en ligne. Et aujourd'hui, de plus en plus, des billets qui sont vendus sur mobile, ce qui semble dire qu'en fait, le comportement d'achat, il se fait juste avant de venir sur le site. Merci beaucoup. Une dernière question pour nos 2 premiers intervenants. Bon, éventuellement, c'est parce que vous avez été très complet, très précis et très complet. Merci. Alors, vous avez évoqué dans votre présentation les acteurs. Il y avait des acteurs nationaux, il y avait des acteurs internationaux. Vous voulez dire quelque chose? Oui, de plus en plus. Donc on a cité Viator, TripAdvisor, Tickets, une entreprise néerlandaise, Musement, un acteur italien, Expedia, Booking, qui se lance de plus en plus dans la billetterie, puisque ça leur permet de faire des packages avec des fortes valeurs ajoutées, mais qui ont aujourd'hui sur certains sites, alors plus de loisirs que des sites muséaux, mais qui ont une part de la billetterie tellement importante qu'elle commence à inquiéter certains acteurs. Je ne citerai pas le nom, mais il y a l'une de ces plateformes de billetterie qui a proposé un site de loisirs ou un site touristique d'acheter 20% de tous ces billets. Donc effectivement c'est une offre très alléchante, mais en même temps ces 20% sont achetés à un prix et à un prix fortement réduit, et donc ça risque, le musée risque aussi à travers ces plateformes, si vous n'êtes pas attentif, de devenir un peu comme l'hôtellerie, c'est-à-dire d'être sous le contrôle de ces acteurs. Donc il y a sûrement des bonnes pratiques, je pense que vous y avez tous songé. À adopter. Avec précaution, du coup. Voilà.